Mes amis, des racines et des ailes. Des racines, vous l'avez vu ce matin, tout ce qu'on vous a montré avec les membres fondateurs, avec tous ces talents, avec tous ces enthousiasmes. Et cet après-midi, ce sont des ailes. Des ailes parce que qui vont nous envoler vers l'avenir avec tous nos chercheurs, nos inventeurs, qui vont nous montrer aussi avec une grande connaissance scientifique, avec aussi leur talent incomparable, que l'avenir peut être beau. Mais avant, je vais, en avant-première, avant qu'elle parte, vous donner ma lettre ouverte au Président de la République. Monsieur le Président de la République, nous voulons un grand chantier zéro déserts médicaux. Notre France souffre de ces déserts médicaux. La situation est alarmante. D'après le Conseil de l'Ordre des médecins, près de 8 millions de personnes sont touchées, 11 300 communes sont concernées et on dénombre 192 zones en danger. Nous ne sommes plus égaux dans l'accès aux soins. 2 Français sur 3, 63%, ont déjà dû reporter ou renoncer à des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles. Ce renoncement aux soins n'est évidemment pas sans conséquences. Au-delà de l'impact sur la qualité de vie, ce sentiment d'anxiété, vous voyez, pour 43% des Français, d'après l'enquête de France Assos Santé, dernièrement, de novembre 2019, il entraîne une aggravation des symptômes dans 1 cas sur 3 et aboutissent à une prise en charge urgente dans 12% des cas. Complications, hospitalisation. Le nombre de professionnels de santé diminue et je vous ai parlé ce matin de cette révolution démographique, les populations augmentent. On constate donc un accès aux soins de plus en plus difficile et inégal, en particulier dans les petites communes. Je suis de la Creuse, qui souvent ne disposent pas de médecins à proximité. Nos concitoyens se voient donc confrontés à des délais d'attente importants et à des prises en charge laborieuses auxquelles il est urgent de remédier. Il est insupportable, honteux, que dans un pays développé, 6e puissance mondiale, des millions de personnes ne puissent avoir une réponse en moins d'1 heure à cette question angoissante « mais qu'est-ce que j'ai ?» et avoir une prise en charge même dans les endroits les plus isolés. Votre gouvernement a pris des mesures qui vont dans le bon sens, mais il évalue mal la gravité et l'attente légitime des malades et n'apporte pas d'action concrète d'ampleur, de solutions adaptées à nos territoires dramatiquement touchés pour certains. Je sais, il faut du temps, on ne tire pas sur les fleurs pour les faire pousser. Mais il existe des solutions, comme le développement de la télémédecine, qui peuvent apporter rapidement une réponse à ce problème, sous réserve d'y mettre les moyens. Laisserions-nous un empoisonné mourir à petit feu quand on détient l'antipoison? Et la réponse n'est pas dans un énième rapport, on en dénombre déjà 38. Mieux que des propositions sur le papier, la télémédecine peut être la réponse aux déserts médicaux et à la difficulté d'accès aux soins. Mise en pratique dans d'autres pays, c'est une solution qui a d'ores et déjà fait ses preuves et qui n'est aucunement limitée d'un point de vue technologique, mais qui l'est politiquement. L'efficacité de la télémédecine n'est plus à démontrer, cela marche. Dans certains pays, elle est même banalisée et permet de réaliser des économies en plus substantielles. Je l'ai expérimenté et mise en pratique depuis plus de 20 ans avec bien d'autres pionniers de la première heure que nous retrouvons comme membres fondateurs de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé. C'est une véritable démocratie sanitaire de proximité que nos citoyens réclament. Cela doit être un enjeu national. La télémédecine à grande échelle permettrait non seulement de garantir aux Français une prise en charge rapide et simplifiée, mais aussi un accès aux soins équitable partout dans l'Hexagone, tout en désengorgeant les urgences. La télémédecine viendrait en renfort des maisons de santé connectées, des MSP, etc. Et ainsi de solutions aussi de médecine itinérante, comme des mobiles home care. D'ailleurs, on a des spécialistes dans la salle. À noter pour cela, il faut supprimer l'article 74 du Code de la santé publique.
On appelle ça encore de la médecine foraine. J'ai été me battre à l'Assemblée nationale, j'ai été me battre au Sénat pour leur dire, mais nom d'un chien, faites-moi sauter cet article 74. Vous comprenez bien que ça serait quand même pas mal qu'il y ait des camionnettes avec un rétinographe qui aillent de ferme en ferme pour aller voir, dans la Creuse par exemple, si les fonds de l'œil pour au niveau du diabète, etc. C'est quand même important, c'est à portée de nous. La télésurveillance, si elle était largement développée, plus simple et accessible pour les patients, serait par ailleurs un outil permettant d'assurer le home care, utile dans certaines situations telles que le retour à domicile suite à une opération. Le maintien à domicile des seniors, il le plébiscite plus de 83%, ou encore le suivi des maladies chroniques. Elle limiterait leurs déplacements et ceux des personnels de santé. Si elle est une solution aux déserts médicaux, une parmi d'autres, vous avez bien compris, la télémédecine s'avère aussi pouvoir résoudre certains problèmes socio-économiques. En effet, on dénombre environ 21 millions de passages aux urgences à un coût moyen estimé à 277 € par la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est là bien représentée. Cependant, 30% de ces passages auraient pu être évités grâce à la télémédecine, ce qui correspondrait à 800 millions d'euros d'économie, sans compter les milliards engloutis dans le coût des transports. Enfin, cela permettrait de décharger les services des urgences, qui assureraient aussi des meilleures conditions d'accueil. Monsieur le Président, nous rentrons dans une nouvelle ère, celle de l'ère numérique. De plus, nous assistons à une évolution démographique de grande ampleur qui appelle une adaptabilité au changement, une métamorphose des systèmes de santé pour une véritable révolution du soigné, retournement revolvéré. La médecine du futur sera en 6P, prédictive, préventive, participative, personnalisée, plurielle, de proximité. Parce que la santé est le plus grand des biens, comme le disait Pasteur, elle doit passer au premier plan. Parce que notre système de soins nous concerne tous. C'est l'affaire de tous, hors des clivages politiques. Monsieur le Président, lancez un grand chantier, 0 déserts médicaux, en déployant, en maillant le territoire à travers un plan quinquennal haute sécurité santé avec une démarche certifiée telle que l'HS2, avec la formation des compétences, des certifications de compétences, répondant à la 3e dimension du développement durable, le social, le sociétal, santé, solidarité, sécurité, et avec une souscription nationale. Oui, il nous faut des moyens pour trouver les moyens nécessaires à faire face à ce péril. C'est urgent. Notre devoir est de lancer un appel à une mobilisation générale, un plan Marshall pour une grande cause, en décrétant que n'importe quel citoyen, même dans les endroits les plus isolés, aura une réponse en moins de 20 minutes à sa question angoissante « Mais qu'est-ce que j'ai ?» avec une prise en charge digne de ce nom. Cela va rendre obligatoire le fait d'utiliser les nouvelles technologies quand la réponse diagnostique traditionnelle sera absente ou inadaptée. Et ainsi, on verra peu à peu dans nos territoires disparaître les déserts médicaux et la prospérité et le bien-être de nos concitoyens retrouvés. We can, we must. Nota bene, quand il y a danger, on ne change pas les institutions. On en monte des parallèles. Il s'agirait d'ingénierie intégrative pour la mise en œuvre de ce grand chantier. Créons la force d'intervention et d'appui à la télésanté. Fiat, ça veut dire faire en latin, comme vous le savez. Quand? Maintenant? Au vu de l'urgence, il serait souhaitable de prendre cette résolution en engageant cette démarche rapidement, car elle répond aux préoccupations essentielles des Français qui veulent particulièrement un égal accès aux soins, une démocratie sanitaire de proximité. Comment? Les territoires, des déserts médicaux étant des zones de solidarité prioritaires, ils doivent bénéficier des règles et règlements différents qui leur seront propres. La technique est au point, bien qu'innovante, elle fonctionne. Les acteurs, personnels soignants, de sécurité, de l'ingénierie, de la télésanté sont prêts. Mais il faut maintenant une volonté politique, une bonne volonté courageuse, comme dirait Pagnol. Et il faut transformer l'action en réalisation pour le plus grand bien de tous. Avec le déploiement de la télémédecine, en conjuguant notre excellence médicale, notre incomparable capacité d'innovation, et vous allez le voir cet après-midi, et une volonté politique forte, cette grande cause devient une ambition qui est à la portée de la France. Aujourd'hui, et pour les générations futures de demain, nous le pouvons et nous leur devons. We can, we must. Merci.
nous appelons, dans la catégorie autonomie et solidarité, soutenue par AG2R, la mondiale, nous appelons M. Philippe Dacosta, nous appelons Florian Reynaud. Monsieur Philippe Dacosta, vous avez 2 minutes et 59 secondes afin d'exprimer votre vision. Merci. Je voudrais d'abord apporter mes salutations et mes félicitations à Guylaine Alajoanine, à Marie-Louise Correa, que je connais personnellement, comme vous l'avez constaté ce matin, et dire que Guylaine est une ambassadrice de la convivence au sein de notre groupe, aux côtés d'André Renaudin, président également de la ROAM. Nous sommes un groupe de protection sociale qui couvre la protection sociale d'1 Français sur 4 en santé, en prévoyance, en retraite, en gestion de patrimoine. Et nous savons aujourd'hui que l'innovation est au cœur des réponses à apporter pour répondre aux défis de la santé, aux défis de l'accompagnement au mieux vieillir, au bien vieillir. Et c'est en cela que le prix Autonomie et Solidarité rejoint la raison d'être d'un groupe comme celui d'AG2R La Mondiale. L'autonomie, tout d'abord, parce que c'est le parcours de vie, le parcours de soins, le parcours d'accompagnement des personnes, et nous sommes très sensibles à cet accompagnement quand nous sommes une société de prévoyance. La solidarité, parce que la solidarité, c'est la protection sociale, sans doute l'un des biens les plus précieux que le Conseil national de la résistance a légué pour les générations futures, et nous le voyons, c'est un défi de tous les jours pour que cette solidarité s'exerce, et enfin au quotidien. Et finalement, nous sommes très heureux de reconnaître derrière l'œuvre de Florian Reynaud et Concilio une innovation. Je vais le laisser exprimer cette présentation qui va nous amener sur ce qui est le plus fort, l'innovation, la fraternité. Et je crois que ce qui est important derrière cette initiative, c'est qu'on est en train de construire les réponses de demain. Et en cela, notre groupe est très fier d'être à ses côtés, aux côtés de Concilio, pour relever les défis qu'il va vous présenter maintenant. Merci beaucoup. Merci à Guylaine Alajoanine et les membres fondateurs de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé, ainsi qu'à l'Académie de médecine de m'accueillir aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, je suis docteur Florian Reynaud, urgentiste, défroqué depuis une quinzaine d'années. J'ai plutôt sévi dans le capital risque depuis ce temps-là. Et je me consacre à plein temps à Concilio depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Juste pour comprendre un petit peu, est-ce que tous les médecins, ceux qui sont médecins ou même qui ont un proche médecin, pourraient lever la main, s'il vous plaît, dans la salle? Soyez pas timides. Il y en a quand même pas mal. Alors parmi vous, est-ce qu'il y en a à qui c'est déjà arrivé de donner un conseil, de dépanner avec une ordonnance un proche justement qui a une problématique de santé, qui a du mal à voir son médecin traitant? Tous les jours. Bon. Est-ce qu'il vous est arrivé d'utiliser votre réseau professionnel dès lors qu'il s'agit d'une maladie un peu spécifique pour justement vous assurer que l'orientation se ferait au mieux pour aller voir vraiment un professionnel de santé qui était vraiment parfaitement qualifié pour traiter cette pathologie? Bon. Pourquoi on fait ça? Parce que, en réalité, la maladie, que ce soit la sienne ou celle d'un proche, c'est quelque chose d'hyper stressant, d'angoissant. Il y a cet état donc, de stress. On perd beaucoup de temps aussi à chercher des informations. On a beau être dans l'ère digitale aujourd'hui, quand on va sur le web et qu'on tape mal de tête, on ressort avec un cancer au cerveau, donc c'est pas spécialement anxiolytique. On les note tout de suite. On perd du temps. Et puis, sujet tabou, on a souvent, malheureusement, quand on n'a pas un médecin pour vous orienter, pas forcément les résultats cliniques qu'on mérite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on va chez un médecin, dans presque une fois sur deux, on ressort soit avec un diagnostic erroné, soit avec un plan de traitement qui ne respecte pas les recommandations des sociétés savantes pertinentes. Une fois sur deux. Pas parce que la moitié des médecins sont mauvais, c'est parce qu'on est dans un système qui est saturé, avec des médecins traitants qui sont saturés, qui ont de moins en moins de temps pour vous voir, des spécialistes qui sont surspécialisés. Et donc, voilà. Aujourd'hui, pourquoi les médecins prennent le temps de faire tout ça? Parce qu'ils savent mieux que quiconque que l'inégalité des chances face à la maladie, c'est beaucoup plus une question d'inégalité d'accès à l'information qu'une question de moyens financiers.
Donc c'est pour ça qu'on a créé Concilio, qui a pour mission d'accompagner personnellement tous nos utilisateurs, quelle que soit la problématique de santé, partout et tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce que font les médecins pour leurs proches. Comment est-ce qu'on le fait? On a monté une plateforme multicanale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une plateforme à la fois digitale et humaine avec un accès très rapide à une personne physique à laquelle vous pouvez parler. Et l'objectif, que vous rentriez par mobile, web, téléphone, c'est de pouvoir avoir accès aux services qu'il vous faut au moment où il vous faut. Vous avez un enfant qui est malade un lundi matin, vous pouvez parler en 30 minutes à un médecin généraliste en téléconsultation qui peut vous donner la conduite à tenir, éventuellement vous faire une ordonnance. Vous avez un proche qui a un début de Parkinson. Donc de bol, vous êtes à Paris, il habite à Montpellier, qu'est-ce que je fais? On peut vous permettre de parler avec un neurologue pour poser vos questions, vous rassurer, et ensuite recommander des neurologues recommandés par leur pairs, par d'autres neurologues spécifiquement sur la maladie de Parkinson dans la géographie concernée. On aide à la prise de rendez-vous, on fait aussi des éléments de prévention. Comment on fait tout ça? On a un outil informatique très développé. On a aussi une base de données avec plus de 20 000 médecins recommandés par leurs pairs en toute indépendance. Donc ce sont des spécialistes qui recommandent d'autres spécialistes de leur spécialité. Ça couvre plus de 5000 pathologies. On en a dans 60 pays dans le monde et 2000 villes. Et aujourd'hui, on est totalement, j'insiste là-dessus, indépendant vis-à-vis des médecins et des cliniques. Donc on ne travaille pas pour les médecins. On travaille pour les patients et leurs familles. Bien sûr, on respecte les normes de santé et de réglementation sur le traitement de la donnée. Deux dernières petites informations dont on est vraiment très fiers. Aujourd'hui, on couvre plus de 40 000 personnes. Le taux d'usage de nos services, il est de l'ordre de 170% par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a 20 millions de Français qui sont couverts de façon illimitée par de la télémédecine via des contrats qu'ils ont avec leur mutuelle complémentaire santé. Le taux d'usage, il est de l'ordre de 1 pour 1000. Donc on est quasiment 2000 fois plus utilisé que ces services-là. Pourquoi? Parce qu'on est utile, parce qu'on est pertinent, qu'on apporte des réponses très concrètes et qu'on est là quel que soit le besoin. Merci. Merci, docteur Florian Reynaud. Avec Georges Aoun. Absolument. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, le modèle économique. C'est une bonne question. Ça a un coût, tout ça. Et en particulier en France, on est un petit peu habitué à imaginer que la santé, elle est gratuite. Donc bien sûr, ce service, il est accessible pour des particuliers, mais comme on est très utilisé, il a un vrai coût. Et donc, le modèle qu'on a poursuivi pour pouvoir mutualiser ce coût, c'est d'aller voir des partenaires pour solvabiliser le système. Principalement, aujourd'hui, on travaille avec des entreprises en direct. Donc, on va avoir des entreprises, en fait, qui vont avoir un intérêt très fort à proposer ce genre de services pour leurs salariés. Parce que ce soit en QVT, en qualité de vie au travail, en bien-être, en attractivité pour leurs salariés, aujourd'hui, toutes les entreprises proposent des complémentaires santé, c'est obligatoire à leurs salariés. Donc, la partie remboursement, elle est bien traitée. Quand je suis malade, par contre, il n'y a rien. Et donc, on pense que c'est un champ d'engagement absolument formidable et que dans toutes les politiques, justement, de prévention qu'on est en train de mettre sur le tapis aujourd'hui, c'est très, très important d'associer les entreprises qui ont des moyens financiers et qui ont tout intérêt à les utiliser parce qu'elles ont un retour économique évident à tout mettre en œuvre pour que leurs salariés soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Donc, je vais remettre à notre mécène la médaille, la grande médaille de télémédecine du bienfaiteur. Merci. Et bravo. Grâce à Isabelle Cambrelin, qui a été absolument extraordinaire dans l'organisation de cette journée, eh bien, me voilà en main avec un trophée qui s'appelle Prix Télémédecine, Solidarité et Autonomie. Alors, mon cher Philippe, c'est à toi l'honneur de remettre, tiens, devant la pancarte, ça fera mieux pour les photographes. Tiens, tu remets à notre nominé son prix. Voilà. Au suivant. Merci beaucoup et merci à l'Académie et à toutes les invités d'être présents, de nous donner l'occasion de vous parler de ce projet. Donc moi, je suis la présidente de l'Université numérique francophone mondiale, UNFM,
qui est une structure qui a été créée en 2005 par l'initiative du président Jacques Chirac et dont le premier président a été un académicien de la médecine, le professeur Jean-Didier Vincent. La mission qui nous a été confiée en 2005 et qui était donc assez visionnaire, c'était d'utiliser Internet comme le vent pour souffler sur la fleur de pissenlit et pour aller apporter la connaissance le plus loin possible aux professionnels en exercice. Donc, bien qu'on s'appelle université, ce n'est pas une université, mais pour apporter la connaissance, la formation continue, le plus loin possible aux professionnels qui en ont besoin. Et donc, la particularité aussi de ces formations, c'est qu'elles sont en français, qu'elles sont gratuites et que dans le domaine de la santé, alors que c'était la pleine période aussi du sida, où tout le monde travaillait sur le paludisme, le sida, la tuberculose, etc., on a vu apparaître dans le monde et dans les pays en voie de développement la montée des maladies chroniques. Et donc, on a eu un axe prioritaire sur diabète, hypertension ou cancer. Mais on n'est pas exclusivement santé. On est aussi santé animale, puisqu'on fait des formations à partir de la générosité d'experts qui veulent bien enregistrer pour partager leurs connaissances. Donc, santé animale, on a des formations pour des journalistes, et en particulier pour des journalistes santé. On a des formations aussi avec le ministère de la Culture français pour la formation des gens qui gèrent le patrimoine, puisque d'avoir son identité culturelle est quelque chose de très important pour notre équilibre psychique. Donc c'est cette diversité, cette expérience qui fait qu'on est axé sur la formation, mais dès le début, on a été en lien étroit avec le réseau pour l'Afrique francophone de la télémédecine, de façon à ce que, certes, on fasse du diagnostic à distance, mais qu'en même temps, on forme les gens locaux à la médecine, aux différentes spécialités, mais également à tout ce qui est le numérique. Et c'est donc pour cela que l'UNFM a été extrêmement intéressé et sollicité aussi par l'OMS et l'Union internationale des télécommunications pour participer au projet qui va vous être présenté maintenant et qui est un projet tout à fait enthousiasmant. Donc je laisse la parole au professeur Touré. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président, Messieurs les membres de l'Académie. J'ai le grand honneur de vous présenter avec notre amie Lynn, qui a été vraiment une des grandes chevilles ouvrières, le projet Village intelligent du Niger. Si je demande ici dans la salle à main levée quels sont ceux qui connaissent le Niger, je suis sûr que j'aurai peut-être, je vois, il y a beaucoup de doigts, bravo. Donc le Niger a deux atouts. C'est la chaleur, le soleil, et sa population qui est très jeune, à 75% de la population à moins de 25 ans. Et quand on dit population jeune à l'heure actuelle, c'est une population connectée, génération Internet. Et c'est dans ce sens que depuis que nous avons créé la télémédecine en 2007 au Niger, nous avons eu à monter tout récemment, avec l'apparition des ODD, les Objectifs de développement durable, le projet Village intelligent au Niger. C'est quoi ce programme Village intelligent? Il s'agit essentiellement, nous sommes partis du fait que pour se développer, il faut trois choses. Être en bonne santé, être bien soigné, donc être bien nourri et être bien éduqué. Le reste viendra après. Et donc nous avons intégré à travers ce projet Village intelligent une série de concepts à travers un programme utilisant bien sûr les plateformes numériques classiques que nous utilisons à travers le téléenseignement, comme Lynn vous l'a dit, avec l'UNFM et le RAFT que nous saluons, qui nous ont beaucoup supporté et aidés. Nous avons vraiment fait beaucoup dans le téléenseignement et dans la téléconsultation. Mais nous avons voulu aller plus loin et donc, en outre, en dehors des éléments classiques que comporte le support, nous avons les satellites, les serveurs, mais également un élément particulier qui est le talking book, qu'on pourrait traduire en français par c'est cet objet-là, qui est également, qu'on peut traduire en français par un enregistreur parleur. Salut et soyez les bienvenus.
Voilà. Appuyer sur la touche, main droite. Donc, merci Lynn. En fait, il s'agit d'un appareil dans lequel des messages simples, concrets, en français et en langue traditionnelle, à l'intention des techniciens de surface et également de la population, des messages simples sont intégrés de prévention pour rejoindre le mot cher de la présidente. Les 6 P sont retrouvés parce que la population reçoit des messages préventifs, c'est des messages personnalisés, c'est des messages participatifs parce qu'après, ils peuvent enregistrer des messages sur des points ressentis personnels qui remontent à travers les techniciens de surface au niveau des décideurs et des messages sont recodés, refaits et réenregistrés dans le talking book, l'enregistreur parleur, qui retourne à la population et sous l'arbre à palabres, dans les familles, sous l'arbre, ils peuvent réécouter et redire les ressentis et leurs besoins réels ressentis au niveau de la population qui va être recodé par l'équipe et refait sous forme de messages et retransmis aussi bien en langue française qu'en langue locale. Et donc, un des atouts particuliers également de ce programme, c'est de pouvoir faire un recyclage de la connaissance à partir de ces besoins ressentis. Parce que souvent, nous, les médecins, on part vacciner des populations qui n'ont jamais demandé à le faire parce qu'ils ne savent pas pourquoi on les vaccine. Par contre, s'ils ont des besoins ressentis et qu'on répond à leurs besoins, c'est un des objectifs particuliers. Mais ce programme, pour qu'il soit aussi viable, non seulement il doit répondre aux besoins de la population, mais également, il doit être périn. Et c'est dans ce sens que nous avons imaginé avec Afrique Télécom de faire un système d'abonnement à la télécommunication qui va permettre à la population d'avoir la connexion et donc les messages, mais également cette maison, cette boîte de télécom se propose de réinvestir 30% des frais de connexion qu'elle gagne dans la population qui peut préparer des micro-projets locaux et des micro-programmes d'activités génératrices de revenus. Et cela nous permet, non seulement à travers ce talking book, d'enregistrer des messages de prévention, des messages curatifs, des messages d'éducation, des messages sur l'agriculture, mais également des messages de prévention sociale pour éviter justement des jeunes qui traînent d'être embrigadés par des sociétés et des vendeurs de paroles qui peuvent les embrigader à travers des fanatismes religieux ou des extrémistes violents et à travers des pères éducateurs, parce que des jeunes peuvent manipuler, c'est une génération connectée, ils peuvent prévenir des jeunes qui ont tendance à se radicaliser et ils peuvent en même temps aider à créer des travaux localement qui peuvent aider à contenir des jeunes qui auront tendance à traverser le désert, malheureusement, ou la Méditerranée, et aller mourir ou venir traîner dans les rues ici. Voilà pourquoi, avec l'appui donc de plusieurs partenaires locaux et internationaux, dont l'OMS, l'UIT, l'UNFM et le RAFT, bien sûr, qui sont nos partenaires de toujours, nous avons imaginé et proposé ce projet. Je vous remercie. Merci, professeur Ibrahim Touré, pour cette belle réalisation. Avez-vous des questions, Monsieur le Président? Merci. Bravo, Monsieur Touré. Et nous espérons que vos boîtiers qui sont distribués, à quel coût? Je réponds. Vous les... Alors, pour l'instant, dans les villages pilotes, il est prévu de distribuer 50 boîtiers qui sont achetés par l'OMS, le FAO, l'UNICEF, etc., puisqu'il y en a, les messages sont enregistrés. Il y a une section santé, une section agriculture, une section enseignement, une section vie sociale, etc. Donc, il y a des bailleurs initiaux. L'abonnement sur la plateforme qui l'intéresse, c'est que, comme l'a dit le professeur Touré, c'est que les messages de la population sont enregistrés. Et lorsque on rapporte le boîtier sur le point de connectivité Internet dans le village, tous ces messages sont téléchargés sur une plateforme et analysés en intelligence artificielle pour sortir les questions les plus fréquentes, puisque bien sûr les programmes vont être réenregistrés et changés a priori tous les mois, mais pas seulement pour un village. Voilà.
Et donc, le coût de l'appareil individuel qui a été acheté par l'OMS, c'est environ 30 €. Bravo. Donc, Céline, qui est membre fondateur, qui va remettre le prix au professeur Touré. Bien cher professeur, c'est un grand honneur. Merci beaucoup, Lynn. Il faut le ramener au président de la République du Niger. Merci de notre part à tous. Avec Bravo. plaisir. En tout cas, je voudrais... alors, je suis très fier d'être parmi vous. Je voudrais remercier vraiment Guylaine et je ne voudrais pas paraître pour un obséquieux puisque j'ai l'immense chance d'être président de la SFTAG, la Société française et de francophonie de technologie pour l'autonomie et de géotechnologie. Et Guylaine, et c'est une chance, elle est ma vice-présidente. Donc, je parle de convivence, etc. à chaque fois. Alors, Souil Kiba a participé à la fondation de l'Académie de télémédecine en Algérie. Il travaille beaucoup avec le professeur Aziz El Matri, qui est là, je sais que je l'ai vu tout à l'heure, voilà, nous travaillons beaucoup ensemble avec la Tunisie. Et effectivement, merci Guylaine d'avoir fait mention de Souil, puisque si nous sommes là, si monsieur Boualba est là, c'est que tout simplement, il nous a parlé de son dispositif qui est très intéressant, qui est, effectivement, vous le verrez par vous-même, vous le constaterez, qui peut être une réponse à ce qu'a dit Guylaine, puisque l'Algérie connaît exactement comme nous en France la désertification médicale, et je rajouterai que c'est un pays qui fait, on l'oublie, 2 380 000 km². Je vous laisse imaginer les distances. Voilà. C'est gentil, Adèle. Donc, c'est à vous, hein, parce que là, on a passé les 3 minutes. Tu voudrais rajouter quelque chose, Fadila? Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, je m'appelle Boualba Abdallah, je suis le fondateur de l'application Théorie, qui résout le problème le plus détesté chez les patients. Les gens aujourd'hui n'ont pas à attendre. Comme je disais, c'est que les gens aujourd'hui n'aiment pas attendre. Mais malheureusement, on est obligé d'attendre des fois trop longtemps avant d'être vu par un médecin. Ce qui impacte l'organisation de notre journée, nous provoque du stress et de l'anxiété, nous fait perdre de l'argent, mais des fois nous fait même perdre des vies. Les médecins, eux aussi, souffrent de la pression et de l'anxiété. Les établissements de santé, quant à eux, ils souffrent de chute de recettes par manque de fréquentation. Dans ces cas pareils, doit-on réagir ou bien laissons les choses comme ça? De notre côté, à Théorie, on a choisi d'agir en proposant, désolé parce que c'était pas les mêmes diapos, en proposant une solution sous forme d'une application mobile programmable et consultable à distance, afin d'alerter le patient quand son tour est proche. Donc c'est à peu près comme dans les restaurants, quand ils vous donnent un bip pour vous alerter quand votre commande est prête. Comment ça marche? Je vous explique, je veux l'illustrer avec un petit exemple. Madame Dupont veut prendre son enfant chez le pédiatre, par exemple, docteur Christophe. Elle appelle la secrétaire, elle prend un rendez-vous, la secrétaire elle lui donne un numéro, par exemple le 15. Madame Dupont, elle se connecte à l'application, elle programme l'application au numéro 13 pour l'envoyer une alerte quand le numéro 13 il est chez le médecin. Elle reçoit l'alerte, elle rejoint l'établissement et après elle confirme sa présence. Et du coup, le docteur Christophe, il saura dès chez lui, de son bureau, que la dame elle est présente. Où sommes-nous aujourd'hui? La solution est en test depuis le mois de mars cette année, 2019, dans les hôpitaux et les cliniques et les cabines en Algérie. Je cite, on a testé dans la wilaya de Oued Souf, dans le sud, la wilaya d'Adrar dans le sud, la wilaya d'Élysée, mais aussi dans le nord de la wilaya de Bijaya. A été testé auprès de 400 patients. On peut dire à ce moment-là que le besoin est validé. Pourquoi? Parce qu'on a
à peu près 95% de satisfaction. On a des témoignages positifs et l'opportunité est énorme. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours plus de patients par rapport aux médecins. Si on regarde par exemple le graphe, le ratio est trop faible, médecin-patient. Et on a une équipe très jeune, moi-même, de développeurs, un designer et de médecins. Et très motivé. Le next step, c'est de passer d'ici 6 mois, à 1000 patients. Pourquoi c'est vite? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une solution médicale qui demande une étude clinique qui prend du temps. Et c'est là où on a besoin de vous, messieurs, mesdames, les membres du jury. Parce que ces prix-là, ça nous permet de faire des campagnes marketing, de faire le démarchage, de faire le suivi commercial et le support technique. Et ça nous permet aussi de faire d'autres fonctionnalités. D'ailleurs, on a des fonctionnalités, mais qu'on n'a pas pu vous le montrer, comme par exemple le dossier du patient. On l'a déjà, on a les cas cliniques et on espère aussi développer d'autres fonctionnalités. Ça. Donc, vous l'avez compris, on a un besoin qui est validé, on a une équipe jeune et motivée et on a un planning, donc c'est à vous de jouer, on compte sur vous. Merci beaucoup. D'abord, c'est le féliciter pour ce qu'ils ont fait. Et c'est un peu ça la télémédecine. La télémédecine n'est pas simplement d'utiliser des outils de technologie, c'est de constater un problème et de se rendre compte qu'avec la technologie, on peut régler ou en tout cas apporter une solution à ce problème. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait et c'est une très très bonne chose, c'est ça la télémédecine. Maintenant, par rapport à ça, c'est pas, bon, comme vous constatez, ce n'était pas vraiment une question. Au niveau des populations, j'ai vu que c'est des smartphones. Est-ce que vous avez envisagé que, par exemple, quand vous allez un peu plus loin que la ville d'Alger, que ceux qui sont dans les villages qui ont des téléphones portables, que vous puissiez utiliser le système SMS simple pour pouvoir prendre rendez-vous aussi et éviter, parce que lui quand il vient, ce n'est plus la salle d'attente qui est occupée, mais c'est toute la famille d'Alger qui est mobilisée. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi pour... Le SMS pour prendre rendez-vous. Voilà. Du coup... Le micro, ok. Ok. Du coup, la question c'était est-ce que je pensais, c'est-à-dire à utiliser le SMS pour prendre des rendez-vous. On l'a pensé et aujourd'hui, je crois, juste avec l'Internet, on pourra régler ce problème-là. Parce qu'avec l'Internet, aujourd'hui, si on regarde par exemple une graphe qui est un plus bas. Ok. Du coup, en 2017, on est à 37 millions d'abonnés d'Internet. Du coup, c'est qu'on peut toucher à peu près toute la population en Algérien, même si l'Algérie aujourd'hui, c'est un grand pays, c'est un pays continu, comme on le dit. Mais quand même, on est presque couvert de l'Internet, donc ça ne pose pas un problème. Mais on pense, c'est-à-dire à une autre alternative qui est l'SMS, en cas où il y aura une participation de l'Internet, on peut basculer directement vers l'SMS. Bravo. Bonjour à tous, merci de nous accueillir, merci Sir Guylaine de nous accueillir aux membres de l'Académie. Alors, le groupe Action Logement, c'est le plus gros bailleur social en France, 1 million de logements et plus de 600 établissements médico-sociaux. Établissements médico-sociaux, résidences autonomie et EHPAD. Donc vous imaginez tout l'intérêt que nous avons à nous investir sur le sujet du vieillissement. Alors, notre intérêt à accompagner des sujets innovants, comme le professeur Lafitte va l'exposer tout à l'heure, ils sont de deux ordres. Le premier, il est très pratique, à savoir comment apporter des solutions auprès de nos personnes vieillissantes, nos locataires vieillissants, dans nos logements, en perte d'autonomie, des personnes qui vont avoir besoin d'être maintenues dans les lieux, donc on va chercher des solutions, des outils innovants. Et il y a aussi l'utilité sociale. L'utilité sociale, c'est quoi? C'est notre présence sur tous les territoires, les plus ruraux, les plus reculés, et l'objectif d'équiper
des établissements médico-sociaux qui peuvent être situés dans des zones qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle des zones détendues, des zones rurales, dans lesquelles on a besoin d'installer des outils qui vont permettre aux occupants à la fois des établissements ou des secteurs et des territoires reculés d'utiliser des outils d'e-santé, de télémédecine. Donc on est très intéressé par ces solutions innovantes pour tout simplement pouvoir les installer et les développer dans nos établissements et auprès de nos habitants et de nos locataires. Le professeur Laffitte, on l'a dès le départ souhaité l'accompagner, être avec lui sur les solutions qu'il va vous exposer tout à l'heure, à l'instant, et on souhaite aussi apporter notre capacité à expérimenter ces solutions-là pour ensuite pouvoir les développer sur nos établissements. Voilà, donc le groupe Action Logement aujourd'hui souhaite à la fois mettre des moyens financiers et à la fois mettre à disposition ces établissements et ces outils au niveau national. Voilà, et puis je vais laisser le professeur Laffitte développer son innovation. Merci. Alors, mesdames et messieurs, madame la présidente, monsieur le président, chers collègues, je vous remercie très profondément de l'honneur que vous me faites de présenter aujourd'hui notre projet au sein de votre prestigieuse académie. Si je suis là devant vous, professeur de médecine et cardiologue, c'est parce que je suis particulièrement affecté par l'évolution de notre société dans la place que nous faisons à nos aînés et la façon dont le système devient de plus en plus défaillant dans leur accompagnement comme jusqu'à leur prise en charge de leur pathologie. S'il fallait une preuve, je vous relaterai les 15 heures qu'il a fallu pour que mon père, il y a 5 semaines, soit pris en charge pour la survenue d'un AVC alors qu'il vivait en zone de densité normale à Saint-Jean-de-Luz. Alors oui, nous avons développé ce projet ciblant le vieillissement réussi à travers une société plus inclusive, définitivement plus solidaire et mieux organisée en matière de soins. Pour cela, pour répondre à cet objectif, nous sommes partis du récent concept de l'OMS, à savoir le Healthy Aging, qui propose d'intégrer le fait de bien vieillir, non plus comme un état indemne de toute pathologie ou incapacité, mais comme la possibilité de vivre pleinement avec ses limites, sans que cela n'altère le bien-être global. Pour répondre à cet enjeu, notre projet adresse plusieurs objectifs, comme vous les voyez ici, comme celui de la lutte contre l'isolement social, la restauration du sentiment d'utilité, la prévention de la perte d'autonomie, la lutte contre la fracture numérique et l'accompagnement dans le suivi d'un état pathologique. Notre projet, de façon pragmatique, a été conçu comme un hub unique, c'est-à-dire un véritable guichet d'entrée pour tous, visant à optimiser et majorer le maillage sociétal, y compris médical. Pour cela, tous les contributeurs de notre société, je dis bien tous les contributeurs, sont référencés et accessibles à travers notre plateforme, qu'il s'agisse de citoyens comme vous et moi, attentifs à notre entourage, prêts à rendre service, mais également aux associations et professionnels déjà organisés autour du service à la personne. Mais ce qui est différenciateur est le fait de s'adresser à tous, notamment à ceux qui aujourd'hui sont exclus du numérique, en proposant cet assistant vocal dédié. Pour être en adéquation avec nos objectifs, nous avons créé un consortium incluant le CHU l'Université de Bordeaux, avec différents partenaires qui nous accompagnent dans l'axe sociétal, mais à noter pour l'axe santé la contribution de la start-up Satellia, qui est adossée également au CHU de Bordeaux et dont le développement est devenu national avec plus de 500 ou 600 patients insuffisants cardiaques suivis par l'intermédiaire d'une solution mobile ou contact téléphonique. Mais dans notre modèle collaboratif, nous avons proposé l'intégration de notre solution vocale à la société Satellia pour les patients âgés non connectés porteurs d'une insuffisance cardiaque. Alors voici comment fonctionne notre dispositif. Ici, on imagine que c'est une patiente porteuse d'insuffisance cardiaque. Alors voyons. Suivi cardiologique. Je suis votre doc compagnon. Je vais vous poser quelques questions. Voulez-vous commencer? Oui. Vos symptômes se sont-ils aggravés depuis la semaine dernière? Non. Vous sentez-vous plus essoufflé à l'effort que la semaine dernière? Oui. Alors, une fois transmise à son cardiologue, on imagine très volontiers qu'une simple adaptation de son traitement permettra d'éviter une hospitalisation en urgence, et c'est ce qui se produit finalement au quotidien. Dans cet autre exemple, nous allons générer un questionnaire relatif à l'analyse de l'état clinique d'un sujet au cours de la canicule.
Et ces questionnaires Pour peuvent être prévenir déclenchés des à la conséquences température. de la canicule, je vais vous poser quelques questions. Voulez-vous commencer? Oui. Avez-vous perdu du poids ces derniers jours? Oui. Avez-vous la bouche sèche? Oui. Je dirais un petit peu comme moi maintenant, mais en tout cas, en fonction des réponses ici récoltées, on peut envoyer des alertes directement sur les CCAS. Donc, ce n'est plus forcément la ligne médicale, mais les CCAS qui vont, elles, mettre en place des mesures ad hoc. Et puis, dans ce dernier exemple, on imagine que cette même patiente présente un handicap moteur et qu'elle a besoin d'un problème. Et voici comment elle va être résolue. J'ai besoin d'une personne pour aller chercher mes médicaments, s'il vous plaît. Pour quand recherchez-vous ou proposez-vous ce service? Cet après-midi. Pouvez-vous préciser le lieu? À Bourgueil. Vous avez demandé une assistance pour le service. Course faite par une personne pour le 1er décembre 2019 après-midi. Lieu, Bourgueil. Confirmez-vous cette demande? Oui. Très bien, je prends en compte votre demande. Un message est envoyé à la plateforme Busy. Alors, vous voyez que, ainsi, à travers ces quelques exemples, grâce à notre dispositif, d'une part qui est certes technologique, mais technologique pour l'humain, mais également organisationnel, sociétal, qu'aux différents points d'inflexion du vieillissement, eh bien, avec cette méthodologie, nous allons pouvoir rentrer dans le healthy aging, comme le souhaite l'OMS. Je vous remercie de votre attention. Une question, c'est d'abord, depuis quand vous avez mis en place ce dispositif? Ce dispositif est en cours de développement depuis 18 mois maintenant. Il est expérimenté dans notamment des résidences autonomie depuis maintenant 8 mois environ. Il sera opérationnel sur 3 villes en Aquitaine à titre expérimental à partir de mai prochain. D'accord. Deuxième question, vu le nombre de partenaires, qui est le pilote principal du projet? Le pilotage s'effectue par une association que je dirige personnellement, en plus de mes activités professionnelles. Dernière petite question, peut-être iconoclaste, mais en fait, c'est un système de recueil de données, de data, comme on dit. Et ces données, en fait, elles partent où exactement? Elles sont stockées, hébergées, et surtout en termes de suivi ambulatoire, en cas d'hospitalisation, est-ce que ces données sont stockées dans un dossier médical informatisé auprès de l'hôpital le plus proche? Je sais pas, des questions. C'est effectivement la question, effectivement. Alors, on est bien évidemment en lien avec les cabinets qui gèrent les RGPD, donc on est très strict là-dessus. Il se trouve que le CHU étant partenaire quasi exclusif de cette opération, les données sont hébergées au CHU avec donc la norme HDS qui permet de bien sécuriser l'ensemble des informations. Exactement. D'autres questions? Je ne peux pas parler. Quand il est aphasique, comment fonctionne le dispositif? Alors, je ne sais pas si on voyait bien, mais il y a un écran. Et en fait, tout ce qui est dit à l'oral est également écrit. Et donc, on peut communiquer à travers l'interface tactile. Donc, c'est un système qui est combo. Oui? Est-ce que vous avez prévu un système pour les non-voyants, notamment les DMLA qui sont fréquentes chez ce type de personnes? Alors effectivement, vous l'avez entendu, ça se passe à la voix. Et dans la mesure où il faut quand même avoir une approche tactile, parce que si on posait la question, le système n'écoute pas systématiquement comme le font la Google Home ou Alexia. Donc il faut un contact physique. Et pour ces personnes non-voyantes, on a un système de pression, de bouton pressoir que la personne va pouvoir avoir dans la main et pour lancer la communication avec le système. Bonjour à tous, cher Guylaine, président, membre de l'Académie. Je suis très heureux, et au nom de Microsoft, je suis directeur adjoint du secteur public pour la France. Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour remettre ce prix. La télémédecine est réellement une avancée et sera une avancée dans le futur, non seulement pour aider et accompagner les pays en voie de développement qui font des sauts technologiques et qui est tout à fait adapté à cette problématique comme a été par le passé le téléphone mobile, mais également parce que c'est un vrai vecteur d'économique pour le mieux vivre des patients, pour l'accompagnement de ces patients et également pour la réduction ou en tous les cas
le maintien dans un budget contraint de notre coût social sur la santé. Alors, et en particulier l'intelligence artificielle, vous savez tous que Microsoft est un des acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle, je ne dis pas le premier, mais en tous les cas, l'un des plus importants. Et à ce titre, en fait, la santé est une des 5 industries dans le monde sur laquelle Microsoft porte une attention toute particulière au travers notamment de l'intelligence artificielle. Nous sommes partenaires en France de nombreux acteurs de l'écosystème, que ce soit le ministère des Affaires sociales au travers du HDH, du Health Data Hub, que ce soit les hôpitaux, le CHU de Bordeaux en est un exemple. Également, nous avons été partenaires de la première intervention mondiale par l'hôpital Avicenne avec des lunettes de réalité augmentée HoloLens, dans lequel on pouvait matérialiser sur le corps du patient son réseau sanguin, son vrai réseau sanguin évidemment, différentes IRM, mais également proposer à des médecins et à des professeurs aux États-Unis et en Corée de je dirais pas faire la chirurgie, mais en tous les cas de donner leur avis en temps réel avec le professeur qui est opéré réellement en France. Et puis, on peut tout à fait imaginer que dans un futur, on va dire à moyen terme, des opérations robotisées, mais avec des commandes qui se font à distance, grâce à ces lunettes de réalité augmentée. Aujourd'hui, Microsoft est un acteur donc majeur en France et notre ambition, c'est vraiment de faire en sorte que la France réussisse, l'entreprise France réussisse, que ce soit des organisations gouvernementales ou des organismes privés. Microsoft ne fait aucun revenu sur la donnée. Microsoft fait en sorte que les entreprises françaises réussissent et Newcard en est le parfait exemple. Nous donnons les moyens au tissu industriel de devenir des acteurs nationaux, européens, voire mondiaux, en évitant ainsi que d'autres acteurs. Nous avons la technologie, nous sommes très forts dans les projets en France, mais peut-être ce qui nous manque, c'est de finir le geste. Et aujourd'hui, ce prix, je l'espère, permettra à Newcard d'avancer dans son développement et de devenir peut-être à terme un acteur mondial dans ce domaine. Et je leur laisse la parole. Merci de nous accueillir. Je suis Jean-Guy Maléchon, je suis directeur général de Newcard et je suis accompagné du docteur Perrard, qui est cardiologue et fondateur de cette société. Donc on est une société spécialisée dans la télésurveillance des pathologies chroniques. D'abord, qu'est-ce que c'est la télésurveillance? La télésurveillance, c'est détecter des déviances des pathologies chroniques chez le patient en le suivant à domicile et de prévenir ses professionnels de santé. En fait, on va créer un lien permanent entre le patient et son équipe de soins. Concrètement, comment on fait? On va équiper le patient, nous, avec des objets connectés, une balance, un tensiomètre. Le patient va prendre ses données quotidiennement, on les récupère, on les stocke, on les restitue immédiatement sur une plateforme de manière très simple pour que ça soit très facile pour l'équipe de soins de les lire. Mais surtout, on va aider l'équipe de soins, puisque l'équipe de soins n'a pas le temps de checker toutes ces données. Et on va mettre en place des algorithmes, donc de l'intelligence artificielle, qui vont détecter des déviances et prévenir les professionnels de santé. Le professionnel de santé va prendre son patient de manière précoce et va lui éviter un état d'urgence et une hospitalisation. On a à cœur, nous, de mettre de l'humain, ça c'est un mot qui s'est passé aujourd'hui, mais dans notre solution, et par exemple dans notre domaine, on est seul à installer et former tous nos patients à domicile. On leur envoie une jolie valisette et on va les installer et les former à domicile. Et après, il y a un rapport qui se fait avec notre équipe paramédicale qui les appelle assez régulièrement. Notre premier service s'appelle 1 minute pour mon cœur, c'est la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Là, c'est un vrai enjeu sociétal. Il y a plus d'1 million de patients aujourd'hui en France atteints de cette pathologie. C'est un coût de 2 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Et parmi ces patients, vous avez un pôle de 200 000 patients qui sont plus à risque parce qu'ils sortent d'hospitalisation. Et les premières études ont montré qu'on pouvait, sur un patient télésuivi, économiser entre 1 500 et 2 500 euros par an et par patient. Ce qui fait que rien que sur ce pôle de patients à risque, on pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d'économies en France par an. Et ça, le ministère l'a bien compris, puisqu'il a créé ce programme qui s'appelle le programme ETAP, qui est là pour promouvoir et financer la télémédecine. Et dans ce cadre-là, Newcard est pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Alors Newcard, c'est quoi? C'est d'abord une crédibilité médicale, c'est que ça a été conçu par des cardiologues, c'est né au sein du syndicat national des cardiologues.
Et on a toujours eu ce but, avec le conseil scientifique, de récolter un maximum d'informations médicales pour pouvoir publier et faire avancer la science. Évidemment, comme toutes les solutions qui sont présentées, on respecte la réglementation, le marquage CE et les réglementations européennes. On a été les pionniers sur le marché. Alors, c'est intéressant. Bon, c'est pas très grave, décalage. On est aujourd'hui présent dans toute la France. On a 125 centres qui prescrivent notre solution et près de 700 patients qui sont équipés. Et on a récolté aujourd'hui près de 500 000 données, ce qui fait qu'on arrive dans une nouvelle étape, et c'est pour ça que Microsoft peut nous accompagner, dans l'intelligence artificielle. Puisque au départ, pour créer ce système, on s'est voulu très pragmatique et concret, tourner vers le patient, c'est-à-dire mettre en place un système qui permette la récolte de données. Donc, une solution simple pour le patient à domicile et une solution simple pour le médecin. Pour trier ces données, on a commencé par un algorithme d'origine basé sur l'état de l'art. Au fur et à mesure des années, on a pu améliorer nos algorithmes, mais toujours en validant de manière humaine ces changements. Et là, on arrive dans un stade où on a tellement de données qu'il faut en plus mettre du machine learning pour avoir de meilleures corrélations et une meilleure prévention et une meilleure prédiction de nos systèmes. Surtout que NewCard a une vision pluripathologique, puisque aujourd'hui on a développé l'insuffisance cardiaque avec 1 minute pour mon cœur. On lance un nouveau projet qui s'appelle 1 minute pour mes reins sur la greffe rénale. Et on va travailler ensuite sur l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, la dialyse, le diabète et les troubles neurologiques. L'intelligence artificielle sera là un des seuls moyens pour avoir une corrélation entre les pathologies et avoir des vraies relations et des vraies prédictions efficaces. Donc on construit la santé de demain comme nous tous aujourd'hui. On est très heureux avec le Dr Perrin de partager cette expérience avec vous et de répondre à vos questions. Je suis chargé des questions. Je veux bien. Oui. Il faut que ce soit rouge. Oui, merci. Vous avez cité le programme ETAP, qui est une expérimentation qui n'a pas une visée éternelle. Votre modèle économique, c'est quoi en fait? Là aussi, c'est toujours la même chose. Alors aujourd'hui, notre modèle économique, il est basé essentiellement sur ETAP. ETAP n'a pas vocation à être éternelle, mais enfin, j'espère beaucoup qu'on fait beaucoup de lobbying et il y a plein de gens qui font du lobbying pour que la France comprenne qu'elle a aujourd'hui une chance extraordinaire, c'est qu'elle s'est lancée dans la télémédecine d'une manière vraiment volontaire. J'espère qu'on connaît d'autres domaines où la France s'est lancée puis s'est arrêtée. On espère beaucoup que ça ne va pas s'arrêter. Les bruits de couloir du ministère nous disent que plutôt ETAP a vocation à être pérennisée avec une entrée de la télésurveillance dans le droit commun, comme la téléconsultation, etc. On l'espère beaucoup. Après, on est en train d'analyser nos données. Vous voyez, on a 700 patients, le plus ancien suivi depuis 3 ans, donc on va avoir des données scientifiques robustes. On va les analyser, les publier l'année prochaine, l'année d'après, et on espère que ces résultats scientifiques nous permettront, si ça n'était pas pérennisé en France, d'aller nous développer ailleurs avec une vraie pertinence médicale. Excusez-moi, oui, juste pour ajouter, on a commencé déjà à approcher des mutuelles et on a mis un pilote avec AG2R justement sur ce sujet-là. Dans votre expérience, je veux dire, l'usage de ces objets connectés par des patients un petit peu déjà souffrants pose pas trop de problèmes? Alors, la seule chose qui peut poser problème, c'est quelqu'un qui a du mal à se tenir sur la balance. Mais dans toutes les autres situations, on y arrive. Pour la petite histoire, notre patient le plus âgé qui se sert de NewCard tout seul, tous les jours, à 94 ans. Donc on a vraiment conçu quelque chose, on parlait tout à l'heure de difficultés de vue, on a conçu quelque chose qui peut être utilisé par des gens qui ont une déficience visuelle relativement importante, puisque sur la tablette, les actions à faire sont vraiment marquées d'une manière très facile à voir. Donc ce système a été vraiment prévu avec un vrai retour terrain par rapport à des vrais patients que moi, dans ma pratique, je vois tous les jours. Donc le lien c'est vraiment un élément très important. Le lien que l'on a avec le patient est vraiment un nouveau lien médical. Et les patients sont pas stressés d'utiliser le système. Au contraire, on a l'impression qu'ils prennent 1 minute tous les matins et ils sont tranquilles parce que leur cardiologue est au courant de comment ils vont et ils peuvent après. Enfin, c'est vraiment un lien nouveau qui se crée et qui est très très riche.
Juste sur les statistiques, sur les 700 patients, les patients ont 75 ans de moyenne d'âge et on a 15% des patients qui ont plus de 90 ans. Voilà. On les félicite. Oui, bonjour à tous. Bonjour, madame. Merci de permettre à l'assurance retraite de valoriser toutes les actions qu'elle peut mettre en place au service de la prévention et de l'innovation. Ce sont des mots clés qu'on entend beaucoup depuis ce matin et qui sont effectivement au cœur de notre action. La CNAV, l'assurance retraite, c'est bien sûr le régime général des salariés. C'est peut-être un axe sur lequel on ne va pas insister beaucoup aujourd'hui, 5 décembre. Mais par contre, il est évident que nous avons, depuis plusieurs années, développé toute une approche globale du bien vieillir, de la prévention de la perte d'autonomie. Et dans ce cadre-là, toutes les actions qui peuvent être mises en place pour repérer la fragilité, aussi bien en prévention primaire que secondaire ou tertiaire, sont des axes importants. Je ne reprendrai pas tout ce qui a pu être dit par nos amis cousins de la G2R, la mondiale. On est souvent d'ailleurs très proches dans les actions que nous pouvons mener ensemble. Aujourd'hui, si on a souhaité valoriser la caravane des aidants, c'est parce que c'est aussi un axe qui nous paraît très important en prévention, l'axe des aidants familiaux, dont on sait très bien, et Claudie le dira certainement encore mieux que moi, à quel point les aidants familiaux, s'ils ne sont pas repérés, aidés, constituent aujourd'hui une population particulièrement fragile, dont l'accompagnement est indispensable. Ce projet est un projet qui a été soutenu par la CNAV en Île-de-France, dont je suis le directeur, mais qui est aussi une action qui est portée France entière et donc ça nous paraît un enjeu particulièrement important de reconnaissance du lien entre technologie et fragilité. Merci. Merci Christiane et merci à la CNAV de soutenir notre caravane. Tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs et surtout merci de me consacrer un peu de votre temps. Les aidants, eh bien, ce sont des gens comme moi qui accompagnent un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. Je vous ai mis trois personae, on va dire, qui les caractérisent. Vous voyez, une fille qui peut s'occuper de sa maman âgée, un papa de son fils handicapé, ou un époux ou une épouse de son mari ou de sa femme malade. Ils sont 11 millions en France. C'est pas rien quand même. 11 millions de personnes qui prennent soin d'un proche. En moyenne, ils habitent à 226 km de leurs proches. Vous voyez, mon père était Alzheimer en Île-de-France, ma sœur habitait Toulouse, ça vous donne une idée. Et j'ai discuté ce midi avec quelqu'un qui me racontait qu'il habitait en Île-de-France et que sa maman habitait à Aix-en-Provence. Donc, ce sont des situations qu'on rencontre très régulièrement. Bien évidemment, 80% des soins sont prodigués par les aidants. D'ailleurs, la CNSA reconnaît les aidants comme des co-soignants. Ce que nous avons constaté au fur et à mesure du temps, c'est que les aidants nous disaient qu'ils ne trouvaient pas les informations nécessaires à l'accompagnement de leurs proches. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est remonté les manches, comme dirait mon amie Guylaine, et on a mis en place une caravane, un bel Airstream américain, et on s'est dit, très bien, nous on va aller au-devant des aidants, là où ils se trouvent. Donc on gare notre caravane sur les parkings des hôpitaux, sur les parkings des centres commerciaux, en centre-ville, et on va, avec des assistantes sociales, répondre à leurs questions, les rassurer, les réconforter, en tous les cas, aussi donner de la visibilité à tout un tas de structures qui, sur les territoires, apportent des réponses très concrètes. Et puis, au fil de l'eau, à la Pitié-Salpêtrière, on s'est dit, tiens, on va organiser une table ronde avec des professionnels de santé. Tous nous disaient qu'ils avaient vraiment conscience que l'aidant est au cœur du parcours de soins du proche.
Et ce qu'on a constaté en même temps, c'est que 30% des aidants, sur 11 millions de personnes, ça fait quand même un paquet de personnes, repoussent, voire renoncent à leurs soins. Je vais vous donner un exemple. Un monsieur vient me voir à Clermont-Ferrand et me dit « Maman vient de décéder d'un cancer du côlon. Elle accompagnait papa depuis des années. Elle n'a pas voulu se soigner. Voilà, elle est morte avant papa. Ça, moi, je veux plus. » J'ai dit « Ça va, ok. » Donc un jour, j'ai rencontré Guylaine, puisque nous sommes toutes les deux au conseil d'administration de Silver Valley, et j'ai dit « Guylaine, il faut que je trouve une solution. » Et c'est là que Guylaine me dit « Écoute, je vais te faire rencontrer la société Medadom. » Et donc, on a expérimenté sur notre dernière tournée d'octobre une borne de téléconsultation qu'on a embarquée dans la caravane. Alors, je peux vous dire qu'elle a eu du succès. Tout le monde venait en disant « C'est quoi votre truc ?» etc. On dit « Ben voilà. » Derrière cet écran, il y a des médecins qui sont là pour vous et qui vont vous parler de votre santé. Et puis aussi, on a parlé aux professionnels dans les hôpitaux. On s'est dit, mais dites donc, vous dites qu'effectivement, l'aidant est un co-soignant, mais que faites-vous pour lui? À l'annonce du diagnostic, par exemple, j'imagine que vous êtes nombreux ici, vu notre moyenne d'âge, à être des aidants. Et donc, vous avez dû vous retrouver à un moment ou à un autre à la consultation avec votre proche, mais vous, qui s'est occupé de vous? Et là, cette borne, ça nous permet aujourd'hui d'être dans des expérimentations avec des hôpitaux pour que plus jamais aucun aidant se retrouve à mourir avant son aidé parce qu'il sera pris en charge par le corps médical durant le parcours de santé de son proche. Voilà, donc notre tournée notre plutôt, comment tu as dit tout à l'heure, la médecine nomade. Alors, nous sommes des foraines, nous sommes des forains, et d'ailleurs, mon mari est là et m'accompagne aussi sur toutes ces tournées. Et donc, nous partons comme ça, un mois avec notre caravane, et nous rencontrons des gens, donc c'est génial. Donc, cette année, enfin en 2020, nous allons être à nouveau suivis par de nombreux partenaires dont vous voyez leur logo. La région Île-de-France qui est présente soutiendra notre démarche, l'ARS qui sont des nouveaux partenaires à partir de 2020. Je vous remercie. Vous êtes merveilleux. On va me donner la parole, oui, parce que... Bravo, merci à vous. Merci. Alors, je suis Lidan Mimouni, cofondateur de Medadom. On est parti d'un triple constat, on l'a bien vu tout à l'heure. Premièrement, une difficulté d'accès aux soins, puisque 63% des Français ont déjà renoncé à l'accès aux soins, faute de moyens, et aussi faute de temps pour être pris en charge par un médecin généraliste, en moyenne 6 jours. Deuxième constat, l'engorgement des urgences. Plus de 20 millions de passages aux urgences chaque année, alors que plus de 47% d'entre eux auraient pu être pris en charge par de la médecine en ville. Et troisième constat, il y a une profession médicale qui évolue. Face à ce triple constat, nous avons décidé de créer Medadom. Donc, c'est une application mobile et web qui met en relation des professionnels de santé, donc des médecins, avec des patients pour de la téléconsultation dans le cadre de soins non programmés en moins de 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, à l'issue de la téléconsultation, le patient peut recevoir une ordonnance sur son espace sécurisé et la téléconsultation se voit appliquer un tiers payant sur la part AMO. À la suite de l'avenant 15 à la convention médicale qui permet de la téléconsultation au sein des pharmacies d'officine notamment, puisque là, juste avant, on était sur l'avenant 6, mais à l'avenant 15 au sein des officines, nous avons également déployé et créé une borne de téléconsultation, comme on l'a mis dans la caravane des aidants. Donc c'est une borne munie d'objets connectés, permettant de prendre en charge ces patients en téléconsultation avec différents objets connectés. Donc il y a un otoscope, un stéthoscope, un dermatoscope, un tensiomètre, un saturomètre. Et ces objets vont permettre d'affiner le diagnostic et d'apporter une meilleure visibilité sur le diagnostic du patient à distance. Donc ainsi, les pharmacies notamment, mais également la caravane des aidants comme d'autres points relais en France, deviennent un pivot et un maillon indispensable à cette prise en charge de soins non programmés sur l'ensemble du territoire national. Alors, nos atouts,
nos atouts majeurs résident dans notre capacité à répondre à cette demande de soins, c'est très bref, hein, réside dans notre permanence de soins, donc nos médecins. Nos médecins, finalement, sont dédiés à cette activité de téléconsultation et sont affiliés à des établissements de santé, donc à nos établissements de santé, sur l'ensemble du territoire national, puisque nous créons également des établissements de santé, et ces médecins peuvent ainsi répondre à la téléconsultation tout en respectant le cadre légal et le cadre juridique de la territorialité. Et donc, vous l'avez bien compris, MedAdom s'inscrit bien sûr dans un cadre innovant et à la fois de soins non programmés, mais de territoire. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président a une question à vous poser. Oui. Votre borne de télémédecine est-elle alphanumérique, des chiffres, des questions, ou bien a-t-elle des images également? Oui, vous avez accès direct, enfin, c'est une image, c'est une vidéoconsultation, donc vous avez accès au médecin. C'est une vidéoconsultation. Exactement, c'est une vidéoconsultation synchrone avec le médecin. Merci. Je voudrais poser une question parce que je n'ai pas très bien compris quelque chose. Là, manifestement, le premier programme extrêmement intéressant, c'est itinérant. Vous vous mettez dans des endroits différents. Donc vous êtes pour apporter une information aux aidants. Mais MedAdom, vous suivez la caravane? On est vraiment dans la médecine foraine dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc vous changez de spot, de territoire régulièrement? Alors, comment vous intégrez dans le parcours de soins et avec les médecins traitants locaux? En fait, non. Alors là, en octobre, on a fait 5 villes. On est parti Lyon, Clermont, Angers, et on a fait 2 villes en Île-de-France, donc Bichat et Villejuif. Donc à chaque fois, on installe notre Barnum, là. On met, la borne à l'intérieur, on la branche, et c'est parti. C'est-à-dire que c'est hyper efficace. Et de l'autre côté, donc, on a des médecins qui sont sur une plateforme. Et donc, notre aidant se connecte et est mis directement en relation avec des médecins qui vont lui faire une consultation médicale. Donc vous l'avez bien dit clairement, vous avez des médecins sur une plateforme qui ne sont donc pas les médecins du territoire, mais qui sont des médecins ailleurs qui font une consultation ponctuelle au moment de votre passage. Mais dans le prolongement, quel lien avec le médecin traitant? Alors, à l'issue de la téléconsultation, il y a un compte-rendu médical qui est transmis au médecin traitant, sur la volonté bien sûr du patient, pour orienter le parcours de soins et pour coordonner tout le parcours de soins, bien évidemment. Il faut comprendre qu'on est dans une démarche pédagogique. Quand je vous disais tout à l'heure que 30% des aidants repoussent, voire renoncent à leurs soins. Nous avons des gens qui sont en burn-out, qui ne s'occupent plus de vous. Vous savez, il y a des gynécos qui nous disent que quand elles ne voient pas leurs patientes pendant 4 ans, elles savent qu'elles sont aidantes. Donc, nous, on fait de la pédagogie pour faire comprendre aux aidants qu'il faut qu'ils continuent à prendre soin de leur santé, sinon ils ne pourront pas prendre soin. Vous savez, c'est comme quand on prend l'avion, on vous dit « mettez d'abord le masque à oxygène avant de le mettre sur le nez de votre enfant ». C'est la même chose. Bravo. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers académiciens, chers publics, je me présente, je suis Jean-Michel Lambert, je dirige la société OIA et c'est avec beaucoup d'honneur, un peu d'émotion et beaucoup de fierté qu'on est devant vous aujourd'hui pour soutenir une entreprise qui ne fait qu'accompagner un mouvement général. J'aime beaucoup votre intention d'écrire à Monsieur le Président. J'aurais même pu ajouter en bas à droite « Docteur Google existe déjà ». Donc c'est une formidable opportunité, effectivement, d'accompagner ce mouvement. On a tous été consultés Docteur Google avant parfois de visiter un médecin. Et là, il serait quand même bien de savoir si ce Docteur Google est qualifié pour nous répondre. Donc on a une belle opportunité et on va surtout laisser la place à cette personne d'expliquer son entreprise. Nous, OIA, on essaie de faire simplement une chose, c'est innover pour la vision. Et donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous remercie. On va démarrer avec un petit film. Vous ouvrez les yeux. Non, alors là, c'est pas le nôtre. Pour la première fois, vous ne vous comptez. Voilà. On va revenir au film de démarrage de la société. Bonjour. Je suis le docteur Shakar Nevzaoui, médecin ophtalmologiste.
Savez-vous quel est le délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous chez votre ophtalmo? Ouais, on va recommencer, La moyenne? si ça vous ennuie pas. Est-il possible de monter le son? Parfait, merci. Bonjour, je suis le docteur Shakar Nevzaoui, médecin ophtalmologiste. Savez-vous quel est le délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous chez votre ophtalmo? La moyenne, c'est 111 jours. 111 jours, ça vous paraît long? Eh bien, ça va être de pire en pire. On compte aujourd'hui 5800 ophtalmos, on sera moins de 4000 en 2030. C'est un problème majeur pour les patients diabétiques, qui doivent réaliser un examen du fond d'œil par an pour dépister la rétinopathie diabétique, première cause de cécité des moins de 65 ans. Aujourd'hui, en France, seulement un patient sur deux a accès à cet examen annuel. La situation est grave. On compte 3,7 millions de diabétiques, ils seront 6 millions en 2030. La solution que l'on propose, c'est e-Ophtalmo, le premier service national de télémédecine en ophtalmologie. Avec cette nouvelle approche, le patient pourra se connecter directement sur e-ophtalmo.com pour prendre un rendez-vous de fond d'œil dans un centre de dépistage. En pratique, l'orthoptiste réalise et télétransmet les images du fond d'œil à un ophtalmologiste pour poser un diagnostic. Nous garantissons la qualité des appareils utilisés et la sécurité et transfert des données. C'est beaucoup plus rapide et entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Nos services couvrent toute la chaîne du soin, de l'acquisition du matériel à la plateforme d'échange et d'interprétation, en passant par la prise de rendez-vous. La médecine est en pleine mutation. L'ophtalmologie est un précurseur en e-santé. Nous créons la médecine de demain. Donc les avantages, je ne vais pas tous les reprendre. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de faire gagner du temps dans les rendez-vous patients, mais c'est surtout que le patient continue à avoir un rapport, une relation humaine avec l'orthoptiste pendant le temps des examens, et il bénéficie quand même de la spécialité de l'ophtalmo derrière et de l'expertise de l'ophtalmo. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est d'accompagner le patient jusqu'au bout, c'est-à-dire en cas d'anomalie, il y a une prise en charge qui est effectuée. Voilà, le deuxième point, c'est effectivement de faire bénéficier les patients des meilleures pratiques en matière de diagnostic. Et donc là-dessus, on a mis en place d'emblée, en fait, il y a 3 ans, une gouvernance médicale forte, avec d'abord un conseil médical qui est constitué bien évidemment de chirurgiens ophtalmo, hospitalo-universitaires et en libéral, et puis également un conseil stratégique qui aujourd'hui, dont 2 tiers des membres sont déjà des médecins. Ensuite, on a le réseau aujourd'hui ophtalmo, où on a à peu près 150 ophtalmos qui sont dans la société, qui travaillent sur différentes problématiques, dont par exemple l'intégration de l'intelligence artificielle. Ce qu'on a voulu également, c'est ouvrir de façon préférentielle à l'ensemble des professionnels de santé le capital de la société. Donc tout ça, ça permet d'avoir une gouvernance médicale qui va garantir à la fois l'éthique et la déontologie. Je suis désolée, j'ai pas pris mes lunettes. Qui va garantir la meilleure conformité aux pratiques médicales et qui va respecter les besoins du patient. Voilà. Alors je termine en fait en 2018, c'était le dépistage de la rétinopathie diabétique. 2019, l'idée, c'était de dépister les maladies oculaires les plus fréquentes. Donc, on a accéléré, on a mis en place le renouvellement de lunettes. Aujourd'hui, on propose une aide au dépistage sur les principales pathologies oculaires. J'en profite juste pour mentionner ici qu'on a mis en place des process qualité qui nous permettent de garantir la sécurité de nos actes et demain de passer dans des process réglementaires. 2019, c'est également l'année où on a démarré dans les EHPAD. Donc, il y a quelques mois maintenant, on a démarré des pilotes dans des EHPAD avec un orthoptiste qui se rend auprès des patients, ce qui évite le déplacement des résidents, ce qui est considérable. C'est un bénéfice immédiat de limiter le nombre de chutes et puis de conserver une certaine autonomie. Voilà, je passe très rapidement sur le réseau dépistage de rétinopathie diabétique uniquement et les quelques EHPAD qu'on a démarrés. Donc aujourd'hui, tout est en place en fait dans la société pour aller vers d'autres populations. Aujourd'hui, on est en train, par exemple, de démarrer dans les centres de lutte contre le cancer avec des orthoptistes qui vont aller auprès des patients. Demain, ce qu'on espère, c'est également aller dans les écoles, pourquoi pas dans les prisons. Et puis là-dessus, je compte sur les valeurs humaines fortes qu'on partage avec les membres de notre réseau pour aller demain auprès de populations qui en ont fortement besoin sur d'autres continents. Voilà, je vous remercie de votre attention infiniment. Et je remercie juste le jury pour nous donner la chance d'être là aujourd'hui. Merci. Isa Boulim, groupe OIA. Donc, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve parce que j'étais ancien assureur et maintenant industriel japonais. Merci, c'est gentil. Je fais un rêve d'une santé équitable, d'une santé qui permet sans frontières une santé de proximité, mieux-être,
mieux voir, bien évidemment. Même si, Sophie, je retiens que tu n'as pas pris tes lunettes aujourd'hui. Et surtout bien vieillir et recentrer sur l'humain. Merci Guylaine, merci de nous avoir nous avoir associés à cet événement qui est juste magique et qui nous permet à tous de contribuer à la santé de demain. Merci encore. Bien. Nous allons procéder aux questions. Oui, je suis désolé, j'ai toujours une question à poser, je suis curieux parce que je n'ai pas compris l'organisation de e-ophtalmo. Est-ce que c'est un réseau organisé qui regroupe à la fois des orthoptistes et des ophtalmos qui travaillent, d'ailleurs sous quel statut pour une société e-ophtalmo comme Point Vision par exemple? Est-ce que vous êtes des marchands de matériel qui installez des équipements pour des orthoptistes libéraux et des ophtalmos libéraux? Je n'ai pas compris comment ça fonctionne. Alors, je n'ai pas été assez claire, je suis désolée. On a des orthoptistes, en fait, on travaille, nous, on n'emploie personne et on n'a pas de machine. On a des orthoptistes qui sont, par exemple, en libéral, des ophtalmos qui sont en libéral ou dans des centres hospitaliers. On répond aux besoins des ophtalmos ou des établissements, les EHPAD, les entreprises, les centres hospitaliers, pour répondre à leurs besoins en termes de dépistage des problématiques. C'est uniquement la solution de transfert d'image que vous proposez? Non, c'est les trois choses que j'ai montrées dans la troisième diapo, c'est-à-dire c'est effectivement la plateforme, c'est tout l'accompagnement juridique et réglementaire dans la mise en place de leur activité de télémédecine, et c'est la mise en réseau au niveau des territoires. Moi, on constate un foisonnement de propositions, de start-up, de petites sociétés qui se créent, qui proposent des services, qui vont essayer de rapprocher le malade du médecin. Et comme on l'a dit depuis déjà 2 jours, déjà au Congrès, il y a des listes d'attente qui sont très longues. Il y a des gens qui doivent attendre 1 mois, 2 mois, même 3 mois pour aller voir un médecin. Alors, d'une part, donc, il y a un manque de médecins apparemment bien mal réparti, mais insuffisant. Alors, quand vous faites un dépistage plus précoce par tous ces moyens non médicaux, vous allez encore surcharger les médecins. Donc, il y a toute une coordination, je pense, c'est une politique de l'État, en disant nous voulons améliorer la situation actuelle, mais il risque de s'aggraver, parce qu'il va y avoir plus de malades recrutés, adressés vers les médecins. Moi, je pense c'est en général. On va juste dépister plus tôt. Les appareils sont exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés chez l'ophtalmo, moyennant certains appareils. Oui, mais vous allez dépister des malades qui s'ignoraient ou qui doutaient. Oui, mais souvent donc, le traitement coûte c'est un problème général qui ne dépend pas de vous. Moi, je pense de la politique générale d'un État. Bon, le deuxième point, c'est le côté réglementation et déontologie. Parce que vous créez des sociétés qui vont vendre un service. Donc, c'est du commercial. Alors vous sollicitez les gens, c'est très bien. Mais là aussi, quel est le rôle du Conseil de l'ordre, des associations de spécialistes, etc. Alors, est-ce que c'est toute une politique générale? Moi, je pense. Vous, en tant que société, vous faites des actions ponctuelles, régionales, spécialisées, sous-spécialisées. Mais quelle est la politique générale de la nation dans ce cas-là? Et je pense une question plus précise, c'est les stands de diagnostic, les postes de diagnostic dans les pharmacies. Alors, est-ce que c'est réglementé? Est-ce que ça crée une concurrence entre les pharmaciens? Bon, il y a un côté entre le commercial et le déontologique et la réglementation qui me gêne personnellement. Je voudrais avoir une réponse. Alors là, je veux bien répondre sur la partie, s'il vous plaît, la partie effectivement économique, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je viens du modèle, de la cancérologie, où effectivement on fait appel à des levées de fonds avec un système qui est un peu bicéphale entre le milieu médical et le milieu financier. Donc là, e-ophtalmo, c'est pour moi l'opportunité d'arriver à créer un dossier médical et de le mettre entre les mains des médecins. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on a vu, c'est les laboratoires d'analyse biologique partir dans des groupements financiers. C'est bien, c'est pas bien. En tout cas, voilà, ça pose certaines problématiques. Les cabinets de radio ont suivi par certains endroits la même chose. Les ophtalmos sont juste derrière, avec des moyens de plus en plus importants qu'ils doivent fournir, etc. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est qu'effectivement, cette société soit rentable, effectivement, à un moment donné. Ça, c'est obligatoire pour faire vivre comme un cabinet médical, d'ailleurs. Mais par contre, l'idée, c'est pas que de faire des bénéfices, c'est surtout, en premier, de répondre aux besoins du patient. Donc ça, c'est quand même un point crucial. Deuxième point, sur les remboursements, nous, on a démarré avec des actes. D'ailleurs, on a eu de la chance, la rétinopathie diabétique, c'était l'idée de Chaker, c'était le premier acte qui était remboursé par la sécurité sociale. Donc là-dessus, tout était en place. C'est vrai que
les remboursements sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas très élevés. Un ophtalmo, il est coté 12 € pour faire cet acte. Il y a des remboursements également dans les EHPAD. Ailleurs, ce n'est pas pris en charge. Il y a une partie de l'orthoptiste qui est pris en charge. Et là, nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer de trouver des nouveaux modèles économiques avec, par exemple, des établissements qui vont financer une partie de l'installation, que derrière, on pourra reverser en partie à l'ophtalmo, parce que c'est souvent la partie de l'ophtalmo qui, aujourd'hui, n'est pas encore couverte dans tous les types de téléexpertise. Donc, effectivement, c'est de faire vivre l'orthoptiste, l'ophtalmo et nous. Mais vraiment, on a une totale transparence. Nous, on est dans un système gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est développer la télémédecine le plus rapidement possible dans le domaine ophtalmo. Donc, il n'y a aucun abonnement pour les orthoptistes et les ophtalmos. Nous, on se rémunère au pourcentage à l'acte. Et dans ce pourcentage, un jour, il faudra qu'on arrive à faire vivre la société, à payer les ophtalmos qui sont en contrôle qualité et à payer la plateforme. Il a dit que c'était bon. Hein. C'est bon. Il a dit que c'était bon. Hein. Donc je suis très heureuse d'avoir de cette invitation, très heureuse d'être dans un lieu emblématique et je voudrais évidemment saluer Guylaine pour cette belle invitation et finalement que la région Île-de-France puisse être partenaire de cette belle mobilisation parce que vous avez un rôle majeur. Vous avez un rôle majeur auprès des porteurs de projets avec les prix que vous décernez et puis les bourses qui chaque année permettent à la recherche médicale d'avancer un peu plus. Alors à la région de France, on a fait le constat comme vous et je m'adresse aussi au professeur tunisien que je ne vois plus du coup puisque tout à l'heure il exposait une problématique sur la désertification médicale. Oui, la région Île-de-France est le premier désert médical en France, l'un des premiers déserts médicaux en France avec des difficultés, des répartitions géographiques un peu différentes en fonction des départements. Avec Valérie Pécresse, on a pris à bras-le-corps cette problématique et évidemment on a travaillé dessus et donc on a fait un certain nombre de propositions. Nous avons une belle enveloppe de plus de 5,5 millions d'euros qu'on active tous les ans pour aider les porteurs de projets et pour aider les professionnels de santé qui veulent intervenir et avoir une action forte sur les territoires. 5,5 millions d'euros qui permettent de travailler en pluridisciplinarité. Je suis très heureuse de pouvoir décerner après ce prix et je vous dirai pourquoi. Parce qu'effectivement, on est dans un lieu où on parle beaucoup de médecine, mais nous n'oublions pas les paramédicaux. N'oublions pas les professionnels qui interviennent quand il n'y a pas de médecin. Et je pense aux infirmières, aux aides-soignantes et à tous ceux qui agissent évidemment pour permettre cette offre de soins de proximité. La santé est un axe essentiel. C'est l'une des premières préoccupations des Français et des Franciliens. L'une des premières préoccupations. Donc évidemment, quand on a travaillé sur ce projet d'aider les Franciliens à avoir accès à la santé, il nous a semblé pertinent d'intervenir et de faire appel à tous les ordres, donc ordre de médecins, de kinés, de sages-femmes, mais aussi infirmiers, donc les paramédicaux. Nous les avons associés, les pharmaciens, tout à l'heure j'entendais parler des pharmaciens, et de travailler avec eux. Je dis ça parce que nous sommes la première région de France à pouvoir avoir cet échange extrêmement partenarial et cet échange très intéressant avec les ordres. Et partant de ce constat de se dire la région Île-de-France est le premier désert médical en France, eh bien comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille avec eux? Une des premières exigences, c'est de travailler en pluridisciplinarité. C'est fini, le médecin avec sa femme secrétaire dans des locaux et ce système-là est révolu. Le médecin veut travailler avec une infirmière, avec un collègue médecin en pluridisciplinarité pour staffer les dossiers. Donc ces structures médicales, je dis ces structures parce qu'évidemment il y a différentes structures portées par la ville, portées par une association de médecins, portées par une société. Nous les finançons. Nous les finançons sans oublier la sécurisation des locaux. Et nous les finançons aussi dès lors qu'il y a aussi un portage politique. Parce que nous sommes à quelques mois des municipales. Évidemment,
je fais de la politique avec la présidente Valérie Pécresse et nous voyons, et moi je vois beaucoup de maires qui viennent me voir parce que c'est un enjeu politique. Quand le maire de la ville vient me voir et me dit dans quelques mois je n'aurai plus de médecin, le médecin généraliste il ne sera plus là parce qu'il a 65 ans, il n'y aura plus d'ophtalmo et d'ailleurs les ophtalmos c'est 3 mois d'attente, donc comment on fait, plus de spécialistes, plus de pédiatres, donc c'est le médecin généraliste qui prend la main et qui prend le relais. Donc évidemment ça a été pour nous un enjeu fort et on a fait des propositions et on a porté la télémédecine. Je dis bien on a porté la télémédecine parce que nous avons annoncé soutenir la télémédecine avant même qu'Agnès Buzyn en faisait les propositions. Et au mois d'octobre, elle a fait des propositions, la ministre de la Santé. Donc j'ai été très fière de finalement être à l'initiative avec la présidente Valérie Pécresse de faire des propositions parce que quand on n'a plus de médecin et quand on voit qu'un médecin c'est à peu près environ 10 ans pour former un médecin, il faut innover et je suis contente d'être là parce que le thème c'est bien l'innovation, c'est bien la télémédecine et vous portez des projets et nous on a voulu aussi soutenir un certain nombre de projets pour mettre en réseau. Il faut travailler différemment, il faut décloisonner, il faut absolument avoir en tête que le numérique, madame, vous posiez tout à l'heure la problématique du côté humain, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va robotiser la médecine, ça ne veut pas dire qu'on va déshumaniser la médecine, ça veut dire qu'on va, au contraire, redonner du temps médical. C'est-à-dire que cette innovation, cette télémédecine permettra de redonner du temps médical aux médecins qui en ont tant besoin, puisque évidemment il y a aussi toute la comptabilité derrière et tout. C'est les médecins qui travaillent en libéral, finalement c'est aussi des petites entreprises, c'est des chefs d'entreprise. Donc comment faire? Donc on a nous porté un certain nombre de projets structurants pour développer les réseaux et c'est pour ça que dans ce sens-là, la télémédecine ne doit pas s'affirmer comme une offre concurrentielle, mais comme une offre complémentaire. Cette offre complémentaire est nécessaire pour les professionnels de santé qui s'installeront et qui offriront une offre de soins, évidemment, pour permettre un maillage territorial. Je ne serai pas plus longue, si ce n'est de dire qu'il faut optimiser le parcours de soins et qu'on a mis en réseau et on a financé un certain nombre de projets. Nous n'avons pas la compétence au sens propre du terme, puisque nous ne sommes pas le ministère de la Santé, nous sommes la région Île-de-France, et on a voulu avoir une politique volontariste pour accompagner les professionnels de santé. Et moi, je suis fière de décerner aujourd'hui ce prix, parce qu'aujourd'hui, je vais décerner le prix à une infirmière. Donc vous voyez que finalement, les infirmières aussi participent du parcours de l'offre de soins. Et cette infirmière a un projet qu'elle va vous détailler. Et je pense que c'est comme ça qu'on va concevoir la médecine de demain. Ne pas opposer le médecin et le paramédical. C'est ensemble qu'on luttera contre la désertification médicale. Je vous remercie. Merci infiniment. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Florence Herry. Je suis infirmière de formation, comme l'a bien dit Farida. Et je suis ravie d'être présente pour vous présenter Libéro, le héros des soins à domicile. Alors donc, j'ai exercé à domicile et à l'hôpital, à l'Institut Curie donc à Paris et à la PHP à l'hôpital Saint-Louis, et puis à domicile également dans régions parisiennes et franciliennes. Et je me suis rendu compte que ce sont deux mondes qui ne se parlent pas ou peu, l'hôpital et la ville. Donc comment faciliter le retour à domicile et les soins à domicile, c'était mon enjeu. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a parlé beaucoup de chiffres sur la télémédecine, sur les médecins. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a 12% des urgences hospitalières qui sont dues à des soins à domicile non effectués. Des patients qui reviennent aux urgences parce qu'ils n'ont pas trouvé d'infirmier ou de kiné pour faire les soins à domicile. Aujourd'hui, il y a 70% des soins à domicile, des premiers soins qui ne sont pas faits. Pourquoi ? Quand je suis patient, que je sors le vendredi soir, je ne sais pas qu'une infirmière travaille le week-end ou que je dois appeler directement une sage-femme pour mes premiers soins. Le dernier point qui concerne la population française, c'est 25% des Français ont recours à au moins un soin infirmier par an en France. Donc c'est clairement un système qui doit bouger sur la santé à domicile.
Vous allez me dire, clairement, le soin à domicile, on s'est fait soigner à l'hôpital, on va bien trouver quelque chose à domicile. Eh bien non, parce qu'aujourd'hui, la visibilité de l'offre de soins est très peu lisible par les patients. Pourquoi ? Les professionnels de santé ne peuvent pas faire de pub. Ce sont des chefs d'entreprise, mais ils ne peuvent pas faire de pub pour leur exercice. L'hôpital n'est pas dans l'obligation d'organiser le retour à domicile. L'HAS ne le demande pas forcément. Et de manière générale, le patient est un peu perdu dans la nature lorsqu'il sort de l'hôpital. Donc nous avons créé la solution Libero, qui est la première solution d'accompagnement et de suivi des patients pour l'organisation des soins à domicile. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a un gros mot, ça s'appelle Figital. Donc, c'est l'alliance de l'humain et du digital. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé Libero.fr, qui est un service en ligne dédié pour les patients et les proches aidants, pour qu'ils trouvent facilement les professionnels de santé, ainsi que les autres partenaires, qui soient services à la personne, prestataires de soins à domicile, livraison de médicaments ou de matériel médical. Donc, d'un côté, il y a le besoin patient, et de l'autre côté, il y a les professionnels de santé et les prestataires qui s'inscrivent sur notre plateforme. Tout ça est dédié à la fois en ligne, sur libero.fr, mais également par nos coordinateurs de soins, qui sont de formation infirmiers et assistants sociaux en interne, qui peuvent du coup recevoir les appels de patients qui sont moins autonomes ou peut-être plus dépendants. Nous avons été lauréats de plusieurs concours et aujourd'hui, à notre compte, nous avons plus de 30 000 prises en charge à domicile partout en France, avec plus de 8 000 cabinets infirmiers libéraux et une satisfaction patient qui est autour de 4,7 sur 5 sur Google. Et là, vous allez me dire concrètement, qu'est-ce que je fais là ? Parce qu'on parle de télémédecine, on ne parle pas de télésoins ou téléinfirmiers. Mais en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, les infirmiers vont pouvoir, à partir de janvier 2020, accompagner des actes de téléconsultation à domicile. Et ces infirmiers libéraux sont aujourd'hui les seuls qui se déplacent encore à domicile et qui peuvent accompagner des patients qui sont parfois le plus isolés à effectuer des consultations à domicile. Et avec notre réseau d'infirmiers libéraux aujourd'hui, comme vous le voyez sur la carte, on couvre plus de 80% de la population française. Ce qui nous permet du coup d'être à la fois partenaire de e-Ophtalmo, de Medadom, excusez-moi, je ne me souviens plus des autres lauréats, mais de tous ces acteurs de la télémédecine et de la téléconsultation qui œuvrent aujourd'hui, donc en lien entre les infirmiers et les médecins. Retrouvez Startup Stories, des startups qui font progresser le monde avec Orange. Infirmière de formation, Florence constate que les patients sont souvent livrés à eux-mêmes à la sortie de l'hôpital. Les séjours hospitaliers sont de plus en plus courts. Je me suis rendu compte que les patients et leurs proches avaient beaucoup de difficultés à organiser les soins à domicile. Ils mettaient plusieurs heures parfois à trouver un infirmier, un kiné ou du service à la personne. Elle cherche donc un moyen pour les aider à être soignés plus rapidement. L'idée, c'est d'utiliser le digital pour permettre aux patients de se connecter avec des professionnels de santé afin qu'ils puissent bénéficier de soins à domicile. En 2016, Florence crée Libero, une plateforme qui organise les soins à domicile. Le patient indique le type de soins dont il a besoin, son adresse de domicile, ainsi que la date à laquelle il a besoin de ses soins. Il sélectionne le professionnel de santé de son choix et envoie une demande de soins. Le professionnel de santé indique s'il accepte ou refuse la prise en charge en fonction de sa zone de tournée et des types de soins qu'il accepte ou non. Les valeurs de ma start-up, c'est l'humain, la réactivité et la sécurité. Avec ma start-up, je souhaite améliorer l'accès aux soins et faire progresser le monde. C'était Startup Stories. Voilà. Merci beaucoup. Bien, merci infiniment. Monsieur le Président, avez-vous des questions ? Cette réalisation particulièrement utile et intelligente dans la mesure où il y a là un trou réel de continuité entre l'hospitalisation, la médicalisation et le patient revenu à son domicile. Et je vous félicite parce que sur ce fond de Bretagne, c'est tout à fait agréable à partager. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Président. Les académiciens, une question. Oui, toujours très curieux. C'est très bien. J'ai un petit problème de compréhension de savoir où vous situez par rapport à
simplement une prise de rendez-vous, en fait, je vais être caricatural, comme Doctolib, ou par rapport à une plateforme territoriale d'appui qui apporte des réponses à des problèmes sur des territoires. Et donc, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas sur un seul territoire, mais sur beaucoup de territoires. Donc, comment vous arrivez à articuler et à vous coordonner dans chacun des territoires? Ou est-ce que c'est une plateforme de prise de rendez-vous comme un Doctolib pour infirmières, pour être caricatural? Alors oui, je vais commencer par le deuxième point. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux de soins ainsi que beaucoup d'actions qui sont faites, donc les PTA, les MAIA, les CLIC, les CCAS, les SIAD, enfin je les connais tous bien. Et en fait, ce sont des acteurs qui prennent en charge des patients, mais sur critères d'inclusion, c'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 60 ans ou avoir une pathologie chronique. Donc pour, on va dire, le simple patient qui correspond à peu près à 70% des patients qui sortent de l'hôpital, en fait, trouver facilement un professionnel de santé, on n'y a pas grand monde qui l'accompagne à 100%. Et c'était dans ce cadre-là qu'on a créé Libéraux. Et en soutien à ces acteurs du territoire, et notamment il y a des personnes, des PTA et des MAIA qui utilisent notre outil pour trouver des professionnels de santé. Donc on est plus dans l'accompagnement de ces acteurs territoriaux. Et la première question, qui est le Doctolib des soins à domicile, ça c'est des choses qu'on nous a souvent indiquées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'infirmiers libéraux qui est inscrit sur Doctolib, puisque la santé à domicile, c'est très particulier. Vous devez dessiner, enfin nous, notre module, ils dessinent une zone de tournée, ils indiquent des types de soins ou de prise en charge qu'ils acceptent ou non, ce qui nous permet en fait de proposer des infirmiers à qui le patient envoie une demande de soins, mais ne prend pas rendez-vous à une heure fixe. C'est une demande de soins qui est acceptée ou refusée par les professionnels de santé, et ce qui permet... In fine, c'est très proche. C'est un autre modèle sur un autre modèle. Ce n'est pas le même logiciel derrière. Oui, ça c'est sûr, oui. Et le rapport entre l'Île-de-France et la Bretagne, là? Des aires médicales. Non, pour compléter, juste dire que finalement, c'est le lien ville-hôpital qui est extrêmement... cette continuité est nécessaire. Il y a un vieillissement de la population, une chronicisation des pathologies, et avec le tout ambulatoire, on a un virage ambulatoire, les patients restent de moins en moins longtemps hospitalisés. Que faire avec un patient qui sort après une intervention chirurgicale, des pansements, un certain nombre de soins à effectuer qui ne seront faits non pas par le médecin, mais par un personnel paramédical et en l'occurrence ici une infirmière. Donc effectivement, pour cette continuité de soins, je pense que cette plateforme est intéressante, elle est nécessaire et je pense qu'elle a de beaux jours devant elle. Et c'est pour ça que nous, on l'a soutenue et encore une fois, ne pas opposer le paramédical et le médical, c'est une nécessité. Merci infiniment, on les applaudit. Voilà, Madame la vice-présidente, eh bien, je suis tout à fait heureuse de vous remettre. C'est celle de Fadila, celle-là? Attends, ok. Il faut que je regarde, parce qu'en fait, il y en avait une que j'ai fait faire exprès pour toi. Ça, c'est celle de Valérie Pécresse. Rien, pour le moment. Si j'ai celle de la présidente. Oui, les Cédric.
Merci, merci messieurs. Un entretien rapide avec chacun de nos 2 membres de la garde républicaine m'a permis de vérifier ce que l'on m'avait déjà dit, c'est que ces musiciens hors pair sont tous pris de conservatoire et ce matin, quand je les ai vus arriver, ils s'entraînaient pour leurs poignets, pour ne pas avoir mal et être suffisamment souples pour leur partition de roulement. Alors messieurs, merci encore et bravo. Arrive le grand moment avec notre président, le professeur Emmanuel Alain Cabanis, président de l'Académie nationale de médecine. Nous avons l'honneur de vous dire que ça a été très difficile de départager les concurrents. Finalement, il faut oser le dire, d'une courte tête, c'est Concilio qui aura le Grand Prix mondial de la télémédecine. Il faut le dire, Newcard le talonnait de près. Il y aura d'autres prix. Mais nous nous sommes dit, c'est pas possible. Il y en avait 2 autres. Oh, il nous faisait chaud au cœur. Parlez dans le micro, voilà. Oui, je que des mauvais points depuis ce matin. Pour les 2 coups de cœur, tenez, Président, vous allez peut-être dire le 2e coup de cœur qui est... Notre cher professeur Ibrahim Touré. Préparez votre mot que vous allez dire. Et le 3e coup de cœur, ah ben tiens Marie-Louise, tu vas nous dire quel est le 3e coup de cœur. Vous voulez bien, Président? Je l'ai pris, ma chère ministre. Merci. Alors le 3e. Oui. Le 3. Oui, enfin le deuxième coup de cœur, c'est le 3e prix. Alors. Oui, oui. Le 2e coup de cœur est remis à Libéros. Les déserts médicaux. Chers amis, bravo. Continuez. Vous êtes excellents. Merci. Non, mais on va dire que c'était fait exprès. Ah! Tu devrais l'ouvrir pour voir ce que c'est. C'est pas la peine d'ouvrir, elle va ouvrir le même. C'est le même? Oui, donc comme ça vous voulez. Et puis. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, que c'est joli. Non, non. Alors. Oui, bravo, bravo.
Orange Bull, disent. Ok. Et on va chercher. Mais en attendant, vous avez un prix, professeur. Voilà. Voilà. En hommage à la Bretagne. Il fallait Et en breton, merci, je dis merci. Merci. Messieurs, nous vous admirons. Ouais, merci infiniment. Merci.